Merci Fatima, merci, bonjour déjà, chers collègues, chers doctorants, chers étudiants. Je tiens à remercier tout d'abord les organisatrices de ce colloque, mes amis et collègues Hadik Fatima Zahra, Kiyes Hafeda et Men Maghraoui. Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce colloque. Merci à l'Université d'Oran de son accueil. Comme toujours, je suis très contente d'être parmi vous, parmi mes vieux camarades de promotion, parmi mes anciens étudiants aussi, et parmi mes collègues et amis. Donc c'est avec grand plaisir que je suis parmi vous et que je prends part aux travaux de ce colloque très intéressant. Un colloque qui, à mon sens, pose des questions fondamentales. Il s'agit de revenir, parfois il est important de revenir, je pense, aux questions importantes, des questions fondamentales, je le rappelle, qui nous interpellent en tant que didacticiens, en tant que sociolinguistes, mais en tant que sociologues et à partir des différentes autres spécialités. Nous avons des questions urgentes qui sont celles propres à notre terrain. Nous avons des questions et des problématiques urgentes. C'est bien de parler des nouvelles technologies aujourd'hui, c'est bien de parler de l'intelligence artificielle, c'est bien de parler des neurosciences, d'accord, mais je pense que de temps en temps, il faut revenir à ces questions qui ne sont pas, comme le disait Karim aussi, je l'ai suivi en différé, j'ai pas pu, je m'en excuse, être là parmi vous hier pour des raisons de santé, donc vous voyez, ma voix elle est un peu enrayée, donc j'ai suivi à distance sa communication et j'ai vu qu'il disait justement que ce sont des problèmes qui ne sont pas encore résolus et qu'il faudrait interroger en faisant converger des différentes disciplines. Et aujourd'hui, on assiste donc à la convergence ou à un autre colloque sur la convergence de deux disciplines majeures que sont les sciences du langage ou la sociolinguistique peut-être et la didactique des langues étrangères, mais également, et c'est sur quoi je vais parler aujourd'hui, la didactique peut-être des langues premières qui n'est pas assez interrogée, questionnée en contexte algérien. Donc pour commencer, je présente mon plan de... Oui, sinon j'ai ça, j'ai pas l'habitude. Alors je vais commencer par rappeler ce croisement entre sciences du langage et didactique des langues étrangères et premières, donc à travers quelques éléments de théorie, mais Azedine l'a très bien passé en revue. Je parlerai ensuite de la notion toujours opérante à notre sens de diglossie en contexte social et éducatif. Je parlerai ensuite de la langue ou des langues premières en Algérie, en contexte algérien, et ce qu'on appelle ou ce qu'on désigne comme le rôle de la langue première dans les travaux en didactique et en sociodidactique. Je parlerai bien évidemment sous l'autorité scientifique de mes collègues qui sont en didactique, dans la mesure où je vais porter un regard plutôt de sociolinguiste, on va dire, sur des objets, sur l'objet langue en contexte éducatif. Et je terminerai peut-être par la question selon laquelle la langue première constitue toujours un tabou linguistique dans les recherches universitaires en Algérie. On parle toujours de la langue première, du rôle de la langue première, par exemple en classe de français et langue étrangère, mais on aborde rarement la question de la langue première frontalement pour essayer de la régler. Et je terminerai en question, donc quel degré de tolérance pour les langues premières. Alors, il s'agit dans ce colloque donc de faire un croisement, de porter des regards croisés ou des regards croisants entre les disciplines que sont celles de sciences du langage, de la didactique des langues étrangères et premières. J'inclus premières, ça me semble important. Alors là aussi, je ne vais pas faire le rappel, mais rapidement, je mentionne que l'état de la théorisation, donc en didactique et en sciences du langage aussi, a insisté sur ce croisement disciplinaire entre les sciences du langage et la didactique des langues. L'articulation entre les deux procède de deux besoins. Le besoin de conceptualisation, donc c'est un linguistique qui
élabore les concepts ou pense parfois les concepts pour la didactique, mais les choses ont évolué et Aznine l'a très bien expliqué, et le besoin de contextualisation aussi dans la mesure où, comme l'a dit Aznine, tu as dit il n'y a pas de bonne société sans une bonne école, ou tu as dit le contraire? Le contraire. Parce que j'allais dire le contraire. Donc il n'y a pas de bonne société sans une bonne école. C'est valable aussi. Oui, si tu veux. C'est aussi vrai, sinon plus. Voilà. Donc voilà, ça va dans les deux sens. Donc on va des savoirs savants vers les savoirs scolaires. Et on s'intéresse donc davantage au contexte, aux situations d'apprentissage, donc à partir des années 50, 60, etc. Jean-Louis Schiss parle d'une relation privilégiée, d'ailleurs qu'on retrouve dans l'intitulé de ce colloque. Alors rapidement, il dit que la didactique des langues a besoin par définition des sciences du langage, des descriptions et théorisation des langues en présence et des constants renouvellements apportés sur ces plans. Donc la didactique des langues étrangères, si vous voulez, et des langues premières, j'insiste, ont besoin des théorisations en sciences du langage. Alors je rappelle, ou je remonterai un peu plus loin, que les grammaires de l'Antiquité ont été motivées donc, dans un premier temps par des soucis religieux, mais aussi par des soucis scolaires, philologiques, philosophiques chez les Grecs, etc. Je cite toujours Schiss qui dit que la sociolinguistique et la psycholinguistique interagissent constamment avec la didactique des langues. Parce qu'il s'agit d'examiner les contextes, les situations d'enseignement des langues, les contacts entre les langues dans la société, la famille, l'école de l'autre, donc de l'autre, de l'apprenant qui est envisagé ou abordé ou considéré dans sa différence, dans son altérité, je vais dire. Je rappelle aussi que à la base ou à la naissance de la sociolinguistique, il y avait des préoccupations didactique, donc c'est l'échec scolaire chez les minorités aux États-Unis qui a motivé les premières recherches sur la langue, sur la sociolinguistique. Donc à la base de l'émergence de cette discipline qu'est la sociolinguistique, il y avait des préoccupations didactiques. Voilà, tous les travaux pionniers sur la question. Alors, quelques travaux sur le sujet, mais on va les retrouver dans la bibliographie. J'avais commencé à faire des petites recherches comme ça sur les travaux qui ont abordé le croisement entre les deux disciplines. Ensuite, je suis allée directement à l'argumentaire du colloque et j'ai retrouvé l'ensemble des références. Donc, ça m'a épargné du temps. Et j'ai ajouté quelques petites références. Donc là, vous avez des travaux qui ont abordé donc, pleinement le croisement entre les deux disciplines. Alors, en ce qui concerne les langues premières et le rôle de la langue première dont on parle beaucoup dans les travaux didactiques et sociodidactiques, il ne s'agit pas de faire le procès des didacticiens ou des sociodidacticiens qui ne s'intéresseraient pas assez à la langue première, mais qui s'intéressent à cette langue première en tant qu'auxiliaire en classe de langue. Donc, si vous voulez, la langue maternelle est toujours un peu dans l'ombre de la langue étrangère. Par rapport à l'arabe institutionnel, je me pose la question, je vais me la poser à la fin parce qu'on ne sait pas trop ce qui se fait dans ce domaine-là. Alors, le souci de contextualisation dont je parlais au début a impliqué aussi des réflexions qui ont amené à sociodidactiser la didactique et à l'envisager comme une didactique de terrain. Là, je cite bien sûr des travaux de Marielle Rispail, mais de Louise et Michel Daben et de Blanchet aussi. Alors, il s'agit donc d'une didactique de terrain et c'est une didactique ou une sociodidactique qui va interroger l'hétérogénéité des situations formelles et informelles d'enseignement-apprentissage des langues, y compris des langues dites à l'époque maternelle et qu'on a appelées après les langues premières. Il s'agit donc de prendre compte des pratiques langagières individuelles et des représentations sociales notamment, et c'est là où s'est opéré peut-être une accentuation de l'aspect sociologique de la didactique à partir des travaux donc de Michel Daben, de Louise Daben et de Marielle Rispail. Alors la didactique ou sociodidactique des langues invite aussi à s'appuyer sur le contexte social pour élaborer des dispositifs d'apprentissage de ces langues. Donc il s'agit de déterminer le profil entrant de l'apprenant pour délimiter ses besoins spécifiques, linguistiques,
et communicatif des apprenants pour pouvoir répondre à leurs attentes. Donc cet auteur parle de la sociodidactique qui est considérée comme une forme de sociolinguistique. Je présente tous ces éléments théoriques pour par la suite voir ce qui se fait en contexte algérien par rapport à tout cela. C'est-à-dire quand on fait de la sociodidactique en Algérie, est-ce qu'on aborde ces questions? Est-ce qu'on aborde les spécificités du terrain? Est-ce qu'on aborde le profil sociolinguistique des apprenants? Est-ce qu'on aborde la question fondamentale et importante de la langue première? Ou est-ce qu'on fait de l'applicationnisme théorique, c'est-à-dire c'est bien beau de parler de sociodidactique, c'est bien beau de parler de la variation linguistique, c'est bien beau de parler de la variation des registres de langue, par exemple, c'est bien beau de parler des parlers-jeunes, mais qu'est-ce que cela donne dans notre contexte, dans nos classes, où nous avons un problème de maîtrise des langues, maîtrise des langues de l'arabe institutionnel d'abord, et la maîtrise de la langue française. C'est pour ça que l'on retrouve après des concepts, enfin des concepts entre guillemets, Zakaria en parlait tout à l'heure, où on parle de demi-linguisme, d'analphabétisme bilingue ou trilingue, etc. Donc la question, ces concepts élaborés peut-être à partir d'autres contextes, sont-ils suffisamment interrogés chez nous lorsqu'on les applique dans nos travaux? Quand on parle de variation, de quelle variation, avec quels usages sociaux impliquant quelle langue et quelle diversité linguistique? Alors, la question donc que je reformule, quelle connaissance la sociolinguistique du Maghreb apporte-t-elle à une éventuelle sociodidactique envisagée dans le contexte algérien? Ça me semble une question importante. Et là, je vais te poser des questions, comme l'a dit Zakaria tout à l'heure. Je suis là aujourd'hui, je vais poser plus de questions que toi, Zakaria. Et je n'ai pas de réponse à vous apporter, je n'ai que des questions à vous poser pour essayer d'interpeller un peu, vous interpeller un petit peu. Alors, quelles langues sont à prendre en charge dans le contexte qui est le nôtre? Comment les nomme-t-on, ces langues-là? Qui les nomme? Pourquoi? Le 4, on était à Mostaganem. Enfin, moi, j'y habite. Zakaria est venu aussi pour assister au colloque sur le nom propre et on avait longuement parlé de cette question de dénomination. Le fait d'attribuer un nom aux objets, aux idées, à nos langues, la question des toponymes, la question de l'onomastique, etc. Alors, qui nomme les langues? Pourquoi et avec quel arrière-plan idéologique? Parce qu'il y a souvent, très souvent, un arrière-plan idéologique derrière la dénomination des langues. Toutes ces langues mal connues car mal nommées aussi. Foucault, il disait que pour connaître les choses, il faut nommer les choses pour les connaître. Donc, la connaissance des choses aussi procède de leur dénomination ou est tributaire aussi de leur dénomination. Je reprends cette citation que j'ai déjà citée le 4 à Mostaganem d'Ernest Cassirer qui en 1925 déjà disait qu'on ne peut pas dire aussi simplement que cela que les choses mènent leur existence de manière complètement indépendante de leur nom. Les choses ne mènent pas une existence indépendante de leur nom et que l'ordre des choses serait indépendant de l'ordre des noms. L'ordre des choses qui est reproduit dans les discours circulants, mais dans les discours politiques, dans les discours idéologiques, dans les discours institutionnels, dans les discours académiques et universitaires aussi, font aussi que des stéréotypes sont reproduits, des préjugés sont reproduits. Zakaria l'a dit et Fatima l'a rappelé aussi. Quand on parle de préjugés, c'est les préjugés de son auteur, c'est les préjugés de son époque, c'est les préjugés de sa société, c'est les préjugés de son siècle peut-être, ou de son époque de manière générale. D'accord, Auguste, quand on parle, très bien. Donc parfois, ces stéréotypes, c'est parfois reconduit dans des conceptualisations, pour ne pas dire des concepts, sont aussi à soumettre à l'examen critique. À l'examen critique, donc à partir de nos disciplines respectives. Autre question, est-ce que ces langues,
pense notamment aux langues premières. Est-ce que ces langues ont fait l'objet d'une intervention glottopolitique? Quelles langues ont fait l'objet d'une intervention politique? Est-ce qu'elles ont fait l'objet de réflexions socio-didactiques, pas socio-linguistiques, mais socio-didactiques, les langues premières en Algérie? Quelle place pour ces langues dans le système éducatif en Algérie? Il y a eu tout un débat durant l'été 2015 et une levée de boucliers importante contre le projet d'introduction des langues premières dès les 3 premières années de scolarisation des enfants au primaire. Donc, j'ai fait un article sur ça où j'ai examiné un peu le discours des inspecteurs, le discours des syndicats, le discours des parents, mais le discours des universitaires aussi. Donc, plein d'arguments donnés par les uns et les autres. La question que l'on se pose aussi, c'est quelles sont nos langues premières, les identifier. Il y a un travail à faire aussi avec les étudiants dans ce sens, parce qu'il y a beaucoup de confusion entre tout ce qui est Tamazight, Darija, Maghribi, langue berbère, arabe algérien, arabe dialectal et tout ce qui s'en suit. Vous savez, en France, parfois, à mes débuts, quand je commençais à faire des colloques, on me disait, vous avez toutes ces langues en Algérie, ne sachant pas que ce sont des variétés peut-être d'une langue qui est générique, on va dire, c'est des appellations génériques d'une langue qui a beaucoup de variétés, beaucoup de variations. Alors, quelles sont nos langues étrangères aussi? Je ne sais pas si je mets nos entre guillemets. Quelles sont les langues étrangères en Algérie ou nos langues étrangères ou les langues que nous voulons qu'elles soient étrangères en Algérie? Quelles langues étrangères nous avons adoptées aussi? Là, il importe peut-être de justifier le choix des langues étrangères que nous utilisons en Algérie. Et vous l'avez compris, je pense à l'anglais et au français. Une langue étrangère, est-ce qu'elle peut à la fois être langue enseignée et langue d'enseignement? Là, je pense à l'arabe institutionnel, parce que pour l'environnement linguistique et social de l'enfant, c'est une langue étrangère. Il faut le dire, il faut le rappeler, même si c'est parfois tabou, ça peut choquer certains qui vous diront mais non, c'est pas une langue étrangère, mais du point de vue linguistique, du point de vue didactique, ça reste une langue étrangère pour l'enfant. La langue étrangère, c'est le contraire de la langue maternelle, si vous voulez. Ce qui n'est pas langue maternelle est langue étrangère. Quelles langues sont à prendre en charge? C'est des questions aussi qu'on devrait se poser. Non, là je reviens. Voilà. Que connaissons-nous, nous qui sommes dans les départements de français, dans les départements dans les facultés des langues étrangères, que connaissons-nous de la didactique de la langue arabe? Moi, je n'en connais pas grand-chose. Que savons-nous de la didactique de Tamazight ou des langues berbères? Donc on ne sait pas très bien où on enseigne Tamazight, où on enseigne les langues berbères, quelle région enseigne les variétés, les langues berbères. Je ne parle pas de variétés, je parle des langues berbères, du Chewi, du Mozambique, du Targhi, du Kabyle, etc. Et dans quelle région on enseigne ce Tamazight scolaire? Donc là aussi, la confusion existe. Quelle sociodidactique pour ces langues? Première, que connaissons-nous de l'état des connaissances et de la théorisation les concernant? Il y a beaucoup de travaux qui sont faits, mais on a l'impression que chacun travaille dans son coin, les berbérisants d'un côté, les arabisants d'un autre, les francisants aussi. Et il est important aussi, peut-être dans le cadre de prochains colloques, de réunir, par exemple, des chercheurs issus de différents départements, de différentes facultés, pour essayer de penser ensemble cet objet qui est la langue première et qui concerne l'ensemble des départements et des facultés des langues. Nous déplorons aussi l'absence d'instituts de linguistique, parce que dans les départements de langue française, par exemple, on va dire que notre objet d'étude, c'est la langue française. On ne travaille pas sur l'arabe algérien ou sur les langues berbères. Beaucoup d'étudiants sont confrontés à ce problème. Ils viennent nous dire, est-ce qu'on a le droit, dans un département de français, de travailler sur l'arabe algérien, par exemple? C'est des questions que nos étudiants se posent. Alors, les langues premières, qui sont diverses aussi, est-ce qu'elles peuvent faire l'objet d'une approche holistique dans le cadre d'un projet de politique linguistique et éducative
connectés et non pas déconnectés des réalités de ce pays. Donc, appréhender ensemble cet objet. Alors, des questions socio-didactiques, des questions sociolinguistiques et didactiques se posent. Là, je cite Rispaï qui se cite encore en 2023 et qui dit qu'il s'agit de sociolinguistique, que la sociodidactique, c'est en réalité une sociolinguistique et une didactique mêlée qui s'intéresse à la vie des langues dans et à travers l'école et dans leur interaction avec les autres usages sociaux. Là aussi, j'interroge la citation à la lumière des impératifs du terrain algérien. De quels usages sociaux on parle en contexte algérien et comment croiser ces usages sociaux ou les articuler avec les pratiques en classe. Le terrain maghrébin, un terrain diglossique. Là aussi, on a parlé tout à l'heure du concept de diglossie. La notion de diglossie en contexte social et éducatif, me semble-t-il, est toujours opérante en Algérie, dans la mesure où peut-être ce n'est pas la typologie de Ferguson déjà de 59, ce n'est pas, ça a peut-être changé dans d'autres contextes où on est passé aux langues réelles, effectives, pratiquées, mais dans le contexte qui est le nôtre, la diglossie et la polyglossie même est toujours opérante, c'est-à-dire il y a des rapports de force entre plusieurs langues et pas uniquement entre les langues classiques classiquement opposées, on va dire, comme le français, l'arabe ou la darija et l'arabe institutionnel, etc. Là, je cite l'article de Maté, donc de 2014, une notion périmée, très intéressant, où elle aborde le contexte algérien et elle explique que la notion de diglossie ne devient pas obsolète parce que c'est très définitoire, donc tel que défini par Ferguson ont disparu, mais parce que les situations qu'elle vise ont évolué. Donc elle parle du français par exemple en Algérie et elle dit que les parents choisissent le français parce que c'est pour défendre des positions de classe et de continuer à exercer un certain pouvoir, mais qu'il n'y a pas de diglossie entre français et arabe. Elle explique qu'en Algérie, nous ne pouvons pas considérer le français comme étant en concurrence avec l'arabe. Il y a une diglossie darja arabe standard, à laquelle vient s'ajouter deux situations de bilinguisme potentiellement conflictuelles, la situation arabe-kabyle et la situation arabe-français. Donc elle dit aussi que la diglossie entendue au sens strict de Ferguson reste un concept opératoire et qu'il faut peut-être introduire cette dimension psycholinguistique qui nous intéresse, nous, à beaucoup d'égards, dans la mesure où le passage à une langue étrangère dès la première année de scolarisation de l'enfant engendre des préjudices psychocognitifs, psychoaffectifs, une violence. On parlait de violence depuis ce matin, et peut-être qu'il est important aussi, avant d'aller vers les neurosciences directement, de voir ces passages un peu qui brusquent l'enfant dès les premières années de sa scolarisation. Alors, tabou linguistique de la langue première dans les recherches académiques, oui et non, dans la mesure où il y a eu quand même des travaux en sociolinguistique, peut-être davantage qu'en didactique, sur la langue première. Les travaux qui ont abordé la question de la diglossie arabe-algérien, arabe institutionnel, et tamazirt, langue berbère, parce que là aussi il y a une diglossie entre le tamazirt scolaire officiel et les langues berbères réellement pratiquées. Donc c'est des travaux en sociolinguistique mais qui ont une dimension didactique, mais comme on ne se spécialise pas en didactique, donc on préfère que nos collègues qui sont en didactique s'intéressent plutôt à cette question et nous apportent aussi leurs connaissances sur ce sujet. Donc rapidement, il y a les travaux pionniers donc, de Mohamed Ben Rabah, de Langue et pouvoir en Algérie, d'Oulali Abdelzaq, Abdou Iliman, langue maternelle, citoyenneté en Algérie, l'exception linguistique surtout en didactique. Donc Abdou Iliman a beaucoup défendu la question de l'arabe algérien et de la question de l'arabe algérien, oui, mais sur la question du maghrébi, nous ne sommes pas toujours d'accord, moi et d'autres collègues, sur l'origine phénicienne, par exemple, ou de l'arabe algérien. Ça, il faut le dire, il faut le rappeler, il faut insister là-dessus pour plusieurs raisons. Mais voilà, pour ce qui est de la promotion de la langue première, donc il a fait des travaux pionniers dans le domaine, ça il faut le rappeler. Le travail de Chérifa Rapace par exemple et de Doueri sur Tamazirt. Voilà, après je peux mettre à vos dispositions tout cela. Donc je disais tout à l'heure, toute langue maternelle
toute une langue non maternelle est une langue étrangère. Donc il y a l'ordre d'acquisition qui fait qu'une langue première n'est pas la langue deuxième, ou la langue seconde, ou la langue étrangère. Puis il y a le contexte social aussi dans lequel on acquiert cette langue. Quand la langue de scolarisation n'est pas la langue de socialisation, et quand la langue de socialisation n'est pas la langue de scolarisation, il y a un problème là aussi. Alors, l'UNESCO recommande une politique d'éducation multilingue qui requiert l'introduction de la langue première dès les premières années de scolarisation de l'enfant. Ensuite, après, donc, on peut introduire la langue étrangère ou la première langue étrangère si vous voulez, ou en même temps, pourquoi pas, mais aussi savoir dans quelle langue on enseigne des savoirs et dans quelle langue on enseigne en tant que langue. Donc toute la problématique langue enseignée, langue d'enseignement. Ça me paraît absurde de scolariser un enfant dans une langue qu'il ne maîtrise pas et de lui demander dès la première année, alors qu'il ne maîtrise pas encore l'arabe institutionnel, d'apprendre des savoirs et des connaissances dans cette langue qu'il ne maîtrise pas encore, qu'il ne comprend pas encore, et donc il va ingurgiter, il va apprendre par cœur et il ne va pas comprendre. Il y a de sérieux problèmes d'inclusion à l'école qui va se poser, et l'enfant va rejeter cette école, les valeurs de cette école, le discours de cette école, la langue de cette école, etc. Parce que c'est une école qui ne l'accepte pas tel qu'il est. Alors pourquoi l'UNESCO recommande donc l'introduction des langues premières? Parce qu'il y a un souci d'abord de préserver la diversité linguistique et culturelle de par le monde. Il y a une meilleure inclusion sociale qui en découle, une meilleure assimilation, compréhension des connaissances. Quand on lui parle dans une langue qu'il maîtrise, il va assimiler les connaissances, il va comprendre ce qu'on lui demande, il va assimiler les valeurs sociales, il va s'insérer dans sa société, dans sa famille, dans son école, et il ne va plus avoir ce fossé, ce creuset entre l'école et d'où aussi la perte des valeurs, parce qu'aujourd'hui c'est l'école qui est chargée de transmettre les valeurs. La famille n'assure plus les mêmes fonctions qu'avant, et c'est à l'école qu'incombe cette transmission des valeurs. Elle doit se faire dans des langues que l'enfant maîtrise. Donc une transmission aussi du patrimoine culturel et intellectuel immatériel. On en parlait aussi à Mostaganem, on parlait de la toponymie, on parlait du melhoun, on parlait des quatrains, on parlait de la chanson, on parlait du cinéma, on parle du théâtre, etc. Et tout ça se fait dans les langues premières. Alors, pour terminer, peut-être, l'approche de la langue première se réduit au rôle d'auxiliaire, ça je l'ai dit, je le rappelle. La langue première est évoquée comme jouant un rôle dans la classe de français, donc langue étrangère. Pour l'arabe, je n'en sais rien. Si en contexte français on insiste davantage sur la variation linguistique en sociodidactique, qu'en est-il du contexte algérien? De quelle variation il s'agit? En quoi qu'en est-il du contexte algérien où il est question de langues complètement différentes? Il ne s'agit pas de registre de langue, hein. On passe du français standard à un français donc, qui varie, le français des banlieues, le français des jeunes, etc. Là, on est carrément dans des langues complètement différentes. Qu'en est-il de la question de la non-maîtrise des langues, de la scolarisation? Est-ce qu'elle serait en rapport avec le choix de la langue d'enseignement? Je l'évoquais tout à l'heure, c'est le cas de l'arabe institutionnel. Si l'introduction de la variation des registres de langue et des sociolectes enrichit la variété standard du français, par exemple, on ne prend que cet exemple, qu'en est-il du contexte algérien? Est-ce qu'on est dans l'appauvrissement, même si je fais attention à l'emploi de ces termes, de la langue, ou est-ce qu'on est dans une forme d'hybridation? Est-ce que c'est seulement faisable? Ou est-ce que c'est seulement acceptable par les acteurs de l'école algérienne? Est-ce que les mêmes problématiques devraient nous préoccuper, ces mêmes problématiques qui sont posées ailleurs, ou est-ce qu'il faut recontextualiser aussi les problématiques et les poser en fonction du contexte qui est le nôtre, mais qui est aussi celui de beaucoup de pays africains qui sont passés ces dernières années à leur langue nationale, à l'enseignement de leur langue nationale. Et ils considèrent les autres langues comme des langues étrangères. Je ne dis pas qu'il faut garder uniquement la langue maternelle et se passer des langues étrangères, mais voilà, valoriser ces langues premières et introduire d'une façon sereine et pacifique et la moins conflictuelle possible les langues étrangères. Est-ce que cela incombe aux didacticiens donc de réfléchir à la langue première? Quel didacticien exerçant dans quel département? Je pose des questions
direct. Quel didacticien, dans quel département, dans quelle faculté, par exemple en Algérie, on pourrait travailler sur la langue première. Alors, juste pour vous dire l'importance de la langue première, c'est un article que j'ai trouvé dans Le Monde qui date de 2016, où il est dit que sur les 20 pays effectuant le plus de publications académiques dans le monde, on retrouve une majorité de pays où la langue officielle n'est parlée que dans le 10 pays et ses zones frontalières. C'est-à-dire que ce ne sont pas des langues internationales qui ont permis à ces chercheurs de publier. Ces 12 pays sont la Chine, où c'est le mandarin qui est utilisé, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, la Russie, l'Italie, les Pays-Bas, la Turquie, l'Iran, la Norvège et Israël. Donc, vous voyez. Alors, pourquoi Nelson Mandela? Oui, je parlais d'Israël, ensuite de Nelson Mandela, mais je dirais aussi qu'il est important, c'est pas un hasard, je dirais aussi qu'aujourd'hui, quand on mène une guerre, quand on veut en finir avec un peuple, on efface ses repères, on efface ses langues, on déforme ses toponymes, on supprime ses intellectuels, on assassine les journalistes qui témoignent de son existence. Et donc, il est très important pour nous de connaître nos propres repères, de les valoriser et de les transmettre aussi pour que nous puissions continuer d'exister. C'est une question de survie, me semble-t-il. On n'est pas... C'est parce que je suis malade, hein, mais c'est pas parce que je donne des leçons que j'ai ce ton un peu grave, mais c'est juste, voilà, je rejoins Zakaria, on est vraiment dans des choses graves, me semble-t-il, parce que beaucoup banalisent la question, le sujet. Vous en êtes encore à parler de la langue première, vous en êtes encore à parler de la diglossie, vous en êtes encore à parler des conflits entre les langues, etc. Mais c'est des questions non encore résolues, et tout ce qui n'est pas résolu, il doit l'être. Alors, Nelson Mandela disait, si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, cela lui va droit au cœur. Karim disait, hier, Jean Amrouche disait, je parle dans plusieurs langues, je ne sais pas, mais je pleure en kabyle, quelque chose comme ça. Je déforme, désolé. Il faut revoir son enregistrement et vous allez voir la bonne version. Et la deuxième citation, sans langue, il nous est impossible de parler aux gens et de les comprendre. On ne peut pas partager leurs espoirs et leurs aspirations, saisir leur histoire, apprécier leur poésie ou savourer leurs chansons. Alors, la langue première, me semble-t-il, fait partie intégrante de l'identité du sujet parlant, du sujet sentant, du sujet pensant. Nous sommes en sciences humaines et sociales, bien évidemment. C'est une facette emblématique de l'identité, mais c'est la facette la plus emblématique peut-être de l'identité individuelle, de l'identité sociale, de l'identité culturelle, de l'identité nationale aussi. Sa sauvegarde et sa promotion, comme je viens de le dire, relève d'un défi de survie. Et voilà, vous avez quelques références bibliographiques et je vous remercie de m'avoir écouté.